Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va discuter du coefficient UEFA. Alors, hier j'étais sur le site de l'UEFA, voilà, que vous voyez affiché sur l'écran. Et en fait, on peut comparer, si vous voulez, au fur et à mesure des années, le coefficient UEFA. Le coefficient UEFA, c'est simple, vous avez une combinaison des points qui sont obtenus en gagnant des matchs, en marquant des buts, par chaque équipe d'un championnat. Là, par exemple, cette saison, pour l'Angleterre, on avait 7 clubs euh, en lice, deux qui étaient encore en lice en finale, l'Italie, trois finalistes malheureusement perdants, et la France par exemple qui a eu six candidats qui malheureusement n'ont une fois de plus pas gagné de Coupe d'Europe. Mais en fait, ce coefficient UEFA, il permet en fait de vérifier la validité de votre championnat, parce que avant tout, et en tout cas pour moi, la crédibilité d'un championnat au niveau européen se fixe sur le coefficient UEFA du pays en question. Et on dit souvent que la France est un pays qui attire de plus en plus de tacticiens, qui progresse de plus en plus, surtout sur les dernières années, avec des projets de jeu assez cohérents qu'on a vus à Lens, à Reims, à Toulouse, euh, et d'autres, et j'en passe. Mais on a encore ce problème-là de clubs qui sont assez mal gérés, des grands clubs, Lyon, Monaco, Marseille, encore peu. Euh, et du coup, ça permet aussi de vérifier en fait tous ces dires, parce que c'est bien d'expliquer tout ça, mais avec des preuves tangibles de votre capacité à aller loin en Coupe d'Europe, c'est mieux. D'autant que la France n'est pas un pays qui, par le passé, a véritablement brillé sur la scène continentale et on a, je pense, jamais été premier pays au coefficient des pays, mais en tout cas, dans les années 90, il y avait une vraie régularité. Dans les années 2000, ça a été plus compliqué, hormis Lyon. Et là, dans les années 2010, on suit exactement le même schéma, mais non plus avec Lyon, mais avec le PSG sous R4, sous RQSI. Et donc là, on va vérifier, c'est ce que j'avais envie de voir par rapport à il y a 5 ans, les équipes, enfin en tout cas pas les équipes, mais plutôt les championnats qui auraient progressé sur les 5 dernières années. Moi, la première chose qui m'a troublé en fait sur les 5 dernières années, c'est l'Angleterre. Je ne sais pas si vous allez voir, mais l'Angleterre, il y a 5 ans, c'est 79 points au classement UEFA, alors que là, c'est 109 points. C'est un championnat qui a pris 30 points. Et là, ça nous permet, en fait, ce coefficient UEFA, il est assez simple, mais il nous permet de voir un peu des dynamiques au sein du football européen. Et la première qui est claire pour moi, c'est le championnat anglais, c'est ce que je vous ai montré. On parle de plus en plus de Super League entre les grands clubs européens, mais pour moi, le championnat anglais va devenir une vraie Super League, est en train de le devenir déjà. Euh, les trois années sur quatre. Bon, cette année, c'est un peu spécial parce qu'on a eu des clubs comme Brighton ou comme Newcastle qui veulent rentrer dans la danse. Mais 3 années sur quatre, on a exactement les 6 ou 7 mêmes clubs qui vont en Coupe d'Europe. Et on a ces clubs qui vont chaque année très loin en Coupe d'Europe. Donc, ils sont aussi un petit peu protégés par le fait que dans les compétitions européennes, dans les premiers tours, les clubs d'un même championnat ne peuvent pas s'affronter. Et on remarque tout simplement que les clubs anglais commencent à faire un tabac, sincèrement. Voilà, si on remarque par rapport à il y a 5 ans, bon, on avait des clubs qui faisaient des bons résultats. Mais là, sur les 5 dernières années, on a eu quoi? On a eu United qui est revenu à un très bon niveau en Europe. On a eu Manchester City qui est devenu la meilleure équipe d'Europe enfin, parce que c'est quelque chose qu'on pressentait depuis des années, mais sous Guardiola sur les 5 dernières années, c'est une équipe qui s'est pérennisée, qui a pérennisé ses résultats. On parle beaucoup sur les 5 6 dernières années des premiers échecs qu'ils ont eus. 2017 à Monaco. On peut parler d'autres exemples comme Lyon. Année Covid, on s'en rappelle. On peut parler de l'exemple il y a quoi comme exemple avec City? City qui s'était fait éliminer contre Liverpool, le Liverpool de Klopp, on s'en rappelle aussi. Voilà, on a beaucoup d'exemples d'élimination, mais c'est une équipe qui s'est pérennisée. C'est une équipe qui, depuis 6 7 ans, fait chaque année huitième, quart, et maintenant, depuis 3 ans même, quand même enchaîné finale, demi-finale en passé contre le Real, demi-finale qui était un peu surréaliste. Et cette année, encore finale, et cette année, il la remporte. Et puis, au-delà de ça, vous avez le Liverpool de Klopp qui est très régulier en Europe. Vous avez Tottenham qui est très régulier en Europe, même si c'est une équipe qui est décriée. Et vous avez des clubs, voilà, West Ham, vous avez des Leicester, vous avez des équipes en Angleterre qui, vu qu'elles ont un certain niveau et que la Première Ligue a un très très bon niveau, a énormément d'argent et de moyens financiers pour faire venir de très bons joueurs,
bah, vous allez voir l'effectif de West Ham. Quand vous voyez que sur le mercato, West Ham est en concurrence souvent avec le PSG sur les mêmes dossiers, il y a un vrai problème parce que West Ham joue le top 10 en Angleterre, pas plus. Alors ils vont essayer de jouer des Coupes d'Europe et ils vont gagner des Coupes d'Europe comme cette année la Conference League parce que c'est ce que doit viser un club comme West Ham. En France, quel club est capable de rivaliser avec West Ham sur la scène européenne? Voilà, elle est là la vraie question. Le deuxième grand phénomène, c'est la fin pour moi de la domination espagnole sur le foot. Je sais pas si on se rend compte, mais 107 points, c'est comparable à ce qu'est une première ligue qui est devenue une super ligue aujourd'hui, mais c'était condensé sur trois quatre clubs. Le foot espagnol pendant quasiment une décennie, je dirais 2007 à 2017, a tenu sur véritablement, 2018 parce qu'il y a la fin du triplé du Real, mais a tenu sur le Real, le Barça, l'Atlético sur la deuxième partie de la décennie et Séville en Europa League. Eh ben, dans n'importe quel autre championnat, 4 clubs, ça aurait été un peu compliqué pour aller chercher une première place. Mais en Espagne, c'était tout à fait possible. Parce qu'en Espagne, quand vous regardez les classements des années, chaque année, l'Espagne était première. Et le problème, en fait, c'est que c'était un pays où vous aviez chaque année le Barça qui allait dans le dernier carré d'une Coupe d'Europe. Vous aviez le Real qui a gagné 5 Coupes d'Europe en moins de 10 ans. Vous aviez l'Atlético qui était très régulier. L'Atlético, c'est finale 2014, finale 2016, demi-finale 2017. C'était un club qui éliminait régulièrement des grands clubs européens. Donc ça va pas vous faire chuter votre coefficient UEFA. Et Séville, qui est la meilleure équipe, qui a encore gagné il y a quelques semaines l'Europa League, qui est la meilleure équipe de l'histoire de la compétition. Et il faut pas oublier que l'Europa League, pour le coefficient UEFA, tout comme la Conference League maintenant, c'est des, euh, c'est des compétitions qui rapportent très gros. À un moment donné, Séville était 6 ou 7e du classement UEFA parce qu'ils avaient gagné 3 Europa League de suite. Mais c'était une équipe qui rapportait autant de points qu'un PSG ou qu'un City qui chaque année se faisait taper en huitième de finale de Ligue des Champions. Parce que le huitième de finale de Ligue des Champions ne va vous rapporter pas plus de points que euh, une Europa League qui est remportée, souvent en marquant des buts, souvent en prenant moins, vu que l'adversité est moindre. Donc c'est pour ça que quand on explique que pour le coefficient UEFA, l'Europa League est très importante, euh, on peut expliquer ça avec un phénomène pour moi qui, voilà, en tant que Français euh, et la France, l'an passé, on fait notre meilleure saison sur les 10 dernières années. Pour preuve, on n'a jamais fait 18 points sur une saison. Vous pouvez vérifier. Je pense même que c'est la meilleure année au 21e siècle. Et l'an passé, pourquoi on fait ça en 2021-2022? Parce que Lille sort de leur poule en Ligue des Champions. Le PSG, comme chaque année, sort de sa poule en Ligue des Champions. Mais on a Marseille qui va loin en Conference League. On a Lyon qui va en quart de finale d'Europa League. On a Monaco, il me semble, qui va en huitième de finale d'Europa League aussi. Donc on a des clubs qui, dans leur généralité, sortent des poules. Donc, vaut mieux avoir plusieurs clubs et un championnat très homogène avec des clubs qui vont loin en Coupe d'Europe chacun de leur côté qu'avoir un porte-étendard qui va porter le foot français. Et ça n'a jamais marché. Que ce soit Lyon ou le PSG, ça n'a jamais permis à Marseille, au championnat français au 21e siècle d'être dans le top 3 des championnats. Je pense qu'on n'a jamais été top 3 au 21e siècle. On peut vérifier ça, hein, mais je suis vraiment pas sûr. On peut vérifier 2005-2006. On a été pas loin à un moment donné parce qu'on avait des très grosses saisons 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, on s'en rappelle. Mais ça suffit pas. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une concurrence très très grande. euh, et la France est dans une situation assez compliquée parce que si vous voyez le classement, on a le top 4 avec qui ont depuis quelques années maintenant, depuis 4 ans je crois, et la réforme des, ce sont des championnats en fait où on a 4 clubs qui vont chaque année en Ligue des Champions. Donc, par définition, c'est des clubs qui vont rapporter plus de points. Enfin, c'est des championnats qui vont rapporter plus de points que la France. Mais nous, on est concurrencé alors qu'on a plus de championnats que on est concurrencé depuis plusieurs années maintenant par les Pays-Bas, par le Portugal et maintenant même par la Belgique parce que c'est des pays qui travaillent mieux que nous. Donc la France, en fait, on est dans une situation où on travaille bien, mais on a des pays qui travaillent mieux que nous. Donc, en comparaison de ces pays-là, bien évidemment, on fait un peu pas le figure. Et quand vous voyez que les Pays-Bas sont revenus à 60 points et que nous, on est à 61, on est bloqué depuis plusieurs années, que eux, quand vous regardez le Pays-Bas, là, aujourd'hui, ils sont à 60 points, mais les Pays-Bas, regardez où ils étaient. Regardez où ils étaient il y a 5 ans. Ils étaient 14e, ils étaient à 30 points. Vous vous rendez compte du championnat? Quand on dit qu'un championnat travaille bien, pour moi, l'exemple parfait, c'est les Pays-Bas.
Parce que le Portugal, c'est un championnat, même le Portugal a énormément progressé. Quand ils sont passés de 47 points à aujourd'hui 56. Aujourd'hui, on se dit, bon, Portugal, parce que les Pays-Bas leur est passé devant, mais les Pays-Bas ont un championnat, l'Eredivisie, avec des clubs qui sont très homogènes. Sauf que le truc des Pays-Bas, c'est que eux, ils ont chaque année les mêmes clubs qui vont en Coupe d'Europe, contrairement à la France. Vous avez chaque année l'Ajax Amsterdam, vous avez chaque année le PSV Eindhoven, le Feyenoord, qui est un club qui s'est reconstruit sur les dernières années, est redevenu une place centrale des Pays-Bas et maintenant joue même l'Europe. Cette année a remporté le championnat. Vous avez la Z Alkmaar qui joue chaque année ou presque la Coupe d'Europe, même si c'est des petites Coupes d'Europe. Il faut pas justement dire que c'est des petites Coupes d'Europe, c'est une erreur de ma part parce que c'est même pas des petites coupes d'Europe, sincèrement. L'année dernière, quand Marseille va en demi de Conference League, le match de demi justement contre Feyenoord, c'est un match où le Vélodrome est plein. Et c'est pas Nice cette année, c'est pareil. Il y a eu des matchs où le stade de Nice que je vois jamais plein, qui pour moi est l'une des pires ambiances de Ligue 1, hein, désolé aux Niçois, mais là cette année j'ai vu des vraies bonnes ambiances. Le match contre Bâle, bon, si malheureusement le match nous échappe, ça c'est d'autres questions. Il y a aussi une question d'expérience dans les compétitions européennes. Il y a une question d'être vraiment méchant dans les deux surfaces. C'est quelque chose que, par exemple, les Espagnols font très bien et que nous on a du mal encore à faire. Mais voilà, en parlant de l'Espagne par exemple, l'Espagne chaque année a 5 6 clubs qui vont en Coupe d'Europe. C'est quasiment tout le temps les mêmes. Et en France, on a un championnat qui est assez homogène, mais du coup, on a assez régulièrement du battement, quoi. Parce qu'on va avoir pendant 2 3 ans Lille qui va être bien, puis ensuite Lille va redescendre et on va avoir Monaco qui va prendre le relais, puis Lyon. Bon, forcément, il y a des clubs qui sont assez réguliers, quoi. Monaco, Lyon, tu sais, on les voit toujours dans le top 7, mais la réalité, c'est que tu as des clubs qui suivent des phases qui font qu'ils vont pas pouvoir être compétitifs en Europe. Et ça, c'est assez grave, je trouve. Parce que des clubs qui travaillent peut-être mieux, mais juste un petit peu mieux, pas très très bien non plus, comme Rennes par exemple, euh, vont pas non plus trouer le plafond sur des compétitions européennes. On peut prendre l'exemple de la Belgique, qui revient aussi de très loin, la Belgique. La Belgique, 38 points, là 47 points, 42 points, ça commence à avoir des équipes très solides. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est ça. Ce qu'il faut voir, c'est sur les dernières saisons, quelles sont les équipes qui assurent en fait. Et là, quand on regarde ça, on peut se dire que la France est le 5e championnat européen. Il n'y a pas de souci. Sauf que la réalité, c'est que le top 4 championnats européens, ce sont les 4 meilleurs championnats européens. À une époque, on pouvait peut-être, pourquoi pas, titiller l'Italie, mais je pense sincèrement que l'Italie est un championnat avec une concurrence qui est très très accrue pour le titre. Et là, on a 4 5 équipes qui chaque année vont pouvoir gagner ce championnat dans les prochaines années. Et on a déjà eu l'Inter, puis Milan, la Juve pendant 10 ans, et maintenant la Naples, qui gagnent le championnat. Mais on peut avoir la Lazio ou la Roma qui peut gagner le championnat. Il n'y a pas de... Même l'Atalanta, sur une surprise. Donc vous avez 6 7 clubs qui chaque année vont en Coupe d'Europe et qui vont se partager le titre sur les prochaines années. À part s'il y a une nouvelle dynastie qui va arriver. Et du coup, ce que ça signifie, c'est que vous avez des championnats qui sont très homogènes dans le bon sens du terme. Pas dans le sens, on va se battre pour la 5e place et vous avez chaque année 4 5 6 clubs différents qui vont jouer la 5e place. Là, on a des clubs qui jouent le titre. Donc, ils vont avoir cette expérience-là de jouer le titre. Et quand on voit que cette année, l'Inter et le Milan sont allés en demi et en finale respectivement, ça signifie que c'est des clubs qui, avec ces joutes dans leur championnat respectif depuis le Covid, depuis 3 4 ans, qui ont pris le lead de la Juve. Ce sont des clubs qui ont pris de l'expérience. Même avec des effectifs qui sont pas aussi impressionnants que ceux du Real ou ceux de City, ils arrivent à quand même tenir la dragée haute au niveau européen. Et l'exemple parfait, ce sont, voilà, quand vous voyez le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique, c'est des clubs qui travaillent très bien. C'est des clubs qui forment bien des joueurs, comme nous en France, mais c'est des clubs qui, voilà, ont une ADN européenne que j'arrive pas encore à comprendre en France. Est-ce qu'on a la même chose? Il y a un vrai souci. Et la France, l'année dernière, on fait une très bonne saison à 18 points. Mais ces pays-là, les Pays-Bas font une saison à 19 points. C'est énorme, hein. C'est vraiment, vraiment énorme. La meilleure année qu'on a fait sur les 5 dernières années, je pense que c'est l'année Covid. Quoique même pas. C'est vrai que même pas, parce que l'année Covid, on fait Lyon et le PSG. Mais hormis Lyon et le PSG, le reste c'est catastrophique. Et souvent, c'est ce qui nous a plombé des équipes françaises qui en Europa League ou en Ligue des Champions sortaient de la compétition avec 3 points, tu vois. À un moment donné, on peut pas sortir de compétition européenne avec 3 points. Voilà, et puis on a des projets qui se construisent.
Et j'espère qu'on va avoir des montées en puissance de Marseille, de Rennes, de Nice, de Lille, de Lyon aussi, un Lyon qui doit revenir. Mais quand vous prenez un club comme Monaco, c'est impossible chaque année de se faire taper en 16e d'Europa League en barrage. Quand vous avez la qualité qu'ils ont sur l'effectif, sincèrement, cette année en plus, tu joues contre les Leverkusen, pendant les trois quarts de la double confrontation, t'es devant, et tu te prends des buts sur des exploits individuels. À un moment donné, il faut être des méchants. Il faut être des méchants. Voilà, on va parler trivialement, mais il faut être des méchants. Et du coup, on a d'autres phénomènes. Si vous remarquez, la Russie, par exemple, qui était juste derrière nous, juste avant la Coupe du Monde, je ne sais pas si on s'en rappelait, il y avait ce débat-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait ce débat-là de la Russie parce qu'ils faisaient des bonnes saisons, des saisons régulières. Ils avaient des clubs qui étaient réguliers en Coupe d'Europe, notamment, vous prenez Krasnodar, vous prenez le Zénith, qui avait des joueurs mais très très bons, hein, Paredes, Lovren, ils avaient des très bons joueurs. Et cette Russie-là, Hulk, si les gens se rappellent le Hulk, la Russie, aujourd'hui, où elle est? Où elle est la Russie? C'est dingue de se dire ça, mais où est la Russie? Ah, par contre, là, ça m'a bloqué sur. Est-ce que ça peut me remettre 2022, 2023? Tout va bien. Tout va bien. Hop. Où est la Russie? La Russie, elle est 18e. Alors, oui, il y a eu des conséquences sur les clubs russes. Il y a eu voilà, des clubs russes qui ont été suspendus de Coupe d'Europe, mais on sentait déjà, même avant le conflit en Ukraine, une baisse de la qualité du championnat global. Et voilà, encore une fois, moi je le dis, il y a des championnats qui vont progresser, il y a des championnats, l'Écosse qui est revenue à un très bon niveau parce que le Celtic et le Glasgow maintenant font des vraies campagnes européennes. Mais moi, ce que je veux dire là, avec cette vidéo, c'est que attention, attention au championnat de derrière. Je pense sincèrement que le Portugal, que les Pays-Bas, s'ils continuent à travailler comme ça, ils vont très probablement prendre notre place. Et le truc, c'est que là, il y a la réforme de 2024 qui ne va surtout pas euh, finir hors top 5 parce que tu vas perdre beaucoup d'avantages. Mais il faut pas non plus se fixer sur coalition UEFA. Je pense que si les clubs français travaillent convenablement et qu'il y a une vraie directive sportive au-delà de chaque club, hein. C'est-à-dire avoir une ligue de football professionnel, ce qu'on espère, hein, mais et une fédération française de foot qui va essayer de trouver des solutions, qui ont déjà essayé de trouver des solutions, parce qu'il y a quand même eu l'accord du CVC, il y a eu plusieurs choses, mais faut espérer plusieurs choses. Il faut espérer le fait que les clubs français s'aguerrissent en Coupe d'Europe. Il faut espérer le fait que peut-être plusieurs clubs français se détachent du milieu de tableau et que permettent de créer un socle de 6 7 clubs qui chaque année vont aller en Coupe d'Europe. Il faut espérer qu'on garde un peu plus nos joueurs parce que en termes de centre de formation, on est au-dessus des 4 grands championnats, on est au-dessus des Pays-Bas, on est au-dessus du Portugal. Moi, je suis persuadé qu'on est le meilleur centre de formation au monde. Il faut espérer beaucoup de choses, mais c'est pas impossible. Voilà. Et voilà, quand vous voyez que il y a 2 ans, on a fait une saison à 8 points et là, on a fait une saison à 18 points. Là, on revient un peu dans la normalité. Mais une saison à 12 points, c'est pas ridicule. Le truc, c'est que derrière, vous avez des championnats qui travaillent très bien. À un moment donné, il va falloir faire des puntos. Et si vous voulez faire des puntos, il n'y a pas de secret, il faut bien travailler. Donc j'espère vraiment que les projets qui se structurisent, j'espère que Marseille va revenir à un très bon niveau parce que je pense que la France a besoin d'un club voilà, de niveau intermédiaire. Pas d'un grand club européen, parce qu'il y a déjà le PSG pour ça, et il faudra que le PSG maintienne son standing, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas assuré d'être le cas quand on voit les cas Mbappé, Messi, Neymar. Peut-être qu'on va rentrer dans, peut-être que le PSG va rentrer dans le rang au niveau européen, ou peut-être que le fait de ne plus avoir de tête de gondole va leur permettre de créer un effectif qui va leur permettre de remporter une Coupe d'Europe, on ne sait pas. Marseille, c'est pareil, il y a beaucoup d'interrogations. Moi, je pense sincèrement que Longoria est l'homme de la situation à Marseille, mais force est de constater que sur 2 campagnes européennes, tu finis 2 fois déçu. Il y a des bonnes attentes, il y a des bonnes choses pendant la campagne, et au final, cette année, tu te fais éliminer à la dernière minute, même de l'Europa, alors que tu avais quand même possibilité de faire un gros parcours. Euh, Alors qu'en plus, tu joues à Tottenham à domicile le dernier match, donc tu avais tout pour réussir. L'année dernière, c'est cette conférence où tu peux aller chercher une Coupe d'Europe, redorer ton blason sur le continent européen. Quand tu vois l'émulation qu'a eu la ville de Rome
Le club de West Ham, même si c'est un club avec beaucoup de supporters, c'est quand même des clubs qui ont gagné, qui sont des clubs historiques, qui sont des clubs établis avec une vraie base de supporters qui sont comparables à Marseille. Et du coup, ce serait dommage de, euh, de pas vivre ces émotions européennes à fond. Et je le dis pour Marseille, je le dis pour le PSG, je le dis pour tous les clubs français. Il faut vraiment que on prenne ces compétitions-là. Mais je pense qu'on les prend sérieusement. Je pense qu'il y a plus ce truc-là avec Francis Gillot à l'époque où il était à Bordeaux, de dire on va voir ce qu'on va faire. Euh, je pense que vraiment c'est un objectif de tous les clubs français maintenant d'aller loin en Coupe d'Europe et que c'est des limites. C'est que c'est des limites, que ce soit mentales, que ce soit en termes surtout de. Je pense pas que ce soit le niveau qui gêne, ce soit plus le niveau de clutch qu'ont les joueurs et qu'ont les équipes à cadenasser des matchs quand il le faut, à marquer des buts quand il le faut et à ne pas en encaisser quand il le faut. Ça, c'est un truc. J'ai remarqué ça vraiment avec des clubs comme Séville qui cette année a été 17e de Liga pendant beaucoup de temps, qui a eu trois entraîneurs différents et qui au final remporte une Coupe d'Europe. C'est la gestion. C'est la gestion des émotions, c'est la gestion des matchs. Et c'est la gestion des timings, ils savent à peu près quand attaquer, quand ne pas attaquer, quand jouer les matchs. Moi, je trouve que c'est top, top niveau. Donc, merci à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, j'aimerais faire d'autres vidéos, peut-être sur le coefficient des clubs, pour voir un peu la dynamique des clubs par rapport à il y a 5 ans, pour faire le classement UEFA. Euh, Pas UEFA, mais FIFA, pour parler plus des sélections, parce que c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Et écoutez, je vous souhaite une bonne journée à vous. Et à plus tard.